Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se projette direction 2030. On va explorer comment l'intelligence artificielle, la mobilité, la santé, les biotech et l'Internet des objets vont un peu redessiner nos vies. On s'appuie sur une analyse prospective sérieuse pour essayer de décrypter comment tout ça interagit. Notre mission? Comprendre ce que ça signifie concrètement pour nous. Alors, commençons par ce qui semble être le moteur de beaucoup de ces changements. L'IA, l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'elle va être partout, hein. Une sorte de super cerveau dans le cloud? Exactement. L'IA, c'est vraiment vu comme le catalyseur central. D'ici 2030, l'idée c'est qu'elle personnalise massivement nos expériences. Et ce n'est pas un hasard si le plan France 2030, par exemple, y consacre 3,3 milliards d'euros. On la voit vraiment comme un levier économique majeur. Oui, un levier économique, mais ça soulève aussi pas mal de questions, j'imagine, notamment sur l'emploi. On entend des chiffres parfois un peu inquiétants. Oui, l'impact est ambivalent, c'est le mot juste. D'un côté, l'OCDE estime que 4 millions d'emplois pourraient être menacés en France à cause de l'automatisation des tâches répétitives. Mais au-delà du chiffre brut, ce qui est clé, c'est vraiment la transformation de la nature du travail. On va voir émerger de nouveaux métiers, plus axés sur la supervision de l'IA, la gestion des systèmes. Par contre, et c'est important, des organismes comme l'OIT ou l'INRS en France alertent sur de nouveaux risques. Ah oui. Lesquels, par exemple? Des risques psychosociaux, le stress lié au management par algorithme, l'interaction homme-robot qui peut être complexe. Il y a un vrai besoin d'évaluer l'impact sur la santé et la sécurité au travail. C'est pas anodin. C'est un point crucial, hein, oui. On parle souvent des gains de productivité, mais moins de cette adaptation humaine qui va être nécessaire. Et cette IA, on la retrouve aussi dans des applications très concrètes, vous disiez. La météo, la gestion des risques. J'ai même lu qu'il y avait des robots pompiers autonomes soutenus par France 2030. Oui, tout à fait. L'IA s'infuse partout. Et cette intelligence qui s'infuse, elle transforme aussi radicalement nos déplacements, j'imagine. Comment elle se dessine, cette mobilité de 2030? Alors là, clairement, la voiture électrique est au centre des stratégies de décarbonation. L'objectif français est ambitieux, 2/3 des ventes neuves, 2 millions de véhicules produits par an d'ici 2030, et certains constructeurs européens visent même plus haut, genre 90% de ventes électriques en Europe. Impressionnant ces chiffres. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que ça va suivre? C'est là que les défis apparaissent. La technologie, la maturité technique, ça ne suffit pas toujours. Prenez les bornes de recharge. Il en faudrait 3,5 millions dans l'UE d'ici 2030. Le déploiement est lent et surtout très inégal selon les régions. Mhm. Et puis il y a cette dépendance industrielle critique, énorme même, vis-à-vis de la Chine pour les batteries. La Chine contrôle à peu près 70% de la production mondiale. Ah oui, quand même. C'est pas juste une stat, c'est un vrai talon d'Achille géopolitique pour l'ambition verte européenne, quoi. Et on voit aussi des tensions politiques, certains pays qui freinent sur l'obligation pour les flottes d'entreprises de passer au 100% électrique. Donc, beaucoup d'obstacles encore sur la route, si on peut dire. Et on ne parle pas que des voitures, d'ailleurs. L'autonomie progresse. On repense le partage de l'espace public, comme cet objectif de tripler l'usage du vélo en Île-de-France. Bon, si nos transports deviennent plus intelligents, qu'est-ce qui se passe pour notre propre corps? La santé aussi est en pleine révolution, non? Absolument. On commence à parler de l'homme prébionique. C'est un peu fort comme terme, mais l'idée c'est d'intégrer des capteurs pour un suivi de santé en continu. Presque une fusion homme-machine en quelque sorte. Et l'IA, là encore, devient ce super cerveau pour aider au diagnostic, notamment en analysant l'imagerie médicale à une vitesse incroyable. La télémédecine, elle devient presque banale. Et quels sont les enjeux majeurs derrière tout ça? Le premier enjeu, c'est l'équité, clairement. Ces technologies coûtent cher. Si on ne régule pas l'accès, on risque de creuser un vrai fossé sanitaire entre ceux qui pourront se le permettre et les autres. C'est un risque réel. Oui. Et en parallèle, vous avez les biotechnologies, comme CRISPR, cette technique d'édition du génome qui ouvre des perspectives assez folles pour traiter des maladies génétiques. Et ces biotech offrent aussi des solutions côté environnement, la viande de culture par exemple. Selon McKinsey, ça pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage jusqu'à 90%. C'est énorme. Ah oui, la viande de culture, on en entend parler. C'est prometteur. Et tout ça, nos déplacements, notre santé, nos villes, tout est de plus en plus interconnecté. C'est là qu'intervient l'Internet des objets, l'IoT. Le chiffre de 29 milliards d'appareils connectés d'ici 2030, ça donne le vertige. C'est gigantesque, oui.
Ces objets connectés transforment nos maisons, nos usines, nos villes en écosystèmes intelligents, hyper personnalisés. Mais attention, il faut regarder où se situe la valeur économique. McKinsey estime entre 5,5 et 12,6 trillions de dollars d'ici 2030. C'est colossal. Mais, et c'est le point clé, 65% de cette valeur viendrait du B2B. C'est-à-dire? Le business to business, les échanges entre entreprises. Et surtout l'industrie, qui représenterait 26% à elle seule. Donc, en fait, le grand public n'est pas le principal moteur économique direct de l'IoT. D'accord, c'est intéressant comme précision. Mais cette multiplication d'objets connectés partout, ça pose aussi des questions, non? Dans notre ordre? Tout à fait. C'est le grand paradoxe environnemental de cette révolution. Produire tous ces appareils, les alimenter en énergie, ça consomme énormément de ressources, souvent rares, et beaucoup d'électricité. Il y a une estimation qui dit que l'Internet seul pourrait consommer en 2030 autant d'énergie que le monde entier en 2008. C'est vertigineux aussi. Ouais, oui, c'est énorme, hein. Du coup, la notion de frugalité numérique devient vraiment un impératif. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, de manière transversale, il y a tous les défis éthiques, la fracture numérique, la désinformation et de sécurité, les cybermenaces, la protection de nos données personnelles. Tout ça demande une gouvernance forte, des règles claires. Bon, alors, si on essaie de faire une synthèse de ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? Ces technologies sont profondément liées les unes aux autres. L'IA comme une sorte de cerveau, l'IoT comme le système nerveux. Le potentiel pour améliorer nos vies semble immense. Immense, oui. Mais les défis le sont tout autant. L'emploi, l'équité d'accès, l'impact environnemental, les questions éthiques. L'horizon 2030, en fait, il n'est écrit nulle part. Ce ne sera ni une utopie garantie, ni une dystopie inévitable. Il sera le reflet des choix qu'on fera collectivement maintenant. Des choix de société, de gouvernance, d'inclusion, la collaboration, y compris internationale, et des cadres réglementaires solides, c'est essentiel. Et pour laisser une dernière question en suspens, une matière à réflexion, face à cette empreinte environnementale considérable de la révolution numérique elle-même, comment est-ce que la société peut réellement trouver l'équilibre entre cette formidable innovation technologique et l'impératif tout aussi crucial de durabilité planétaire d'ici 2030 et bien au-delà?